Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je, je suis Rebecca Zantier, en charge du marketing et de la communication, pardon. Je veux juste vous signaler que nous allons commencer la présentation dans 2-3 minutes, le temps de laisser un tout petit peu de temps aux retardataires de se connecter. Donc, on commencera la présentation à 5. Merci beaucoup de votre patience. À tout à l'heure.
Ok, on va commencer. Ça va faire venir les retardataires. Alors, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la compréhension du rôle des réseaux d'agents sur l'inclusion financière en RDC. Alors, je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting, MSC. Et je serai aujourd'hui, lors de cette présentation, la modératrice et surtout le maître du temps pour essayer de parler de ce vaste sujet dans un temps assez court. Alors, avant de commencer, on va présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, je voudrais m'assurer que vous nous entendez tous bien. Et si c'est le cas, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Donc, sur le dashboard, à droite de votre écran, vous avez un petit onglet questions. Si vous pouvez mettre un petit oui pour nous assurer que vous m'entendez bien. Ok, super. Alors, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette plateforme de webinaire, que vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, ce webinaire est enregistré et vous retrouverez l'enregistrement, la vidéo de l'enregistrement sur nos différents sites internet dès demain et sur le mail que vous recevrez de notre part également si vous étiez inscrit via nos plateformes. Ok, super. Donc, j'ai l'impression que tout le monde nous entend bien. Ok, ok. Merci, merci pour vos confirmations. Alors, le webinaire qui nous est présenté et qui nous réunit aujourd'hui, pardon, est présenté par Rocky Abdul, qui est consultant chez nous et qui est lui-même basé à Kinshasa. Et à ses côtés, nous avons la grande joie d'accueillir un panel de taille. Donc, je ne vais que les citer et ils se présenteront un petit peu plus tard, mais nous avons monsieur Jean Kabongo, qui est avec nous, mais qui est à l'aéroport, donc on espère qu'on l'aura longtemps avant qu'il embarque. Monsieur Jean-Georges Abomba et monsieur Franck Kankolongo. Donc voilà, ils se présenteront lors de notre panel et puis surtout, ils partageront leur expérience et leur perception sur le lien entre les réseaux d'agents et l'inclusion financière en RDC. Alors, je ne voudrais pas être trop longue, mais avant de commencer, je voudrais présenter MSC en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde. Notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar et depuis cette année, nous avons notamment un bureau à Kinshasa. Alors, on est au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. On travaille avec des acteurs divers et variés, tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, à travers l'Afrique et l'Asie, afin de réaliser des améliorations durables et essayer d'avoir un meilleur impact sur nos populations. Qu'est-ce qu'on fait? On offre à la fois des conseils stratégiques et opérationnels et on aide à la mise en œuvre de programmes en utilisant nos données et nos idées qui, elles, proviennent de nos travaux de recherche sur le terrain. Et on essaye de faire en sorte que ces recherches soient le plus possible enracinées dans une compréhension profonde de nos clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Cette expérience, on la partage également avec notre institut qui s'appelle l'Institut Helix, qui lui est notre organe de formation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre part
à une de nos formations d'ores et déjà, mais je vous invite à aller sur la page de l'Institut ELIX afin de voir s'il y a des formations qui pourraient vous intéresser, vous et vos collaborateurs. Et enfin, un dernier petit mot, et c'est vraiment pas l'objet du jour, mais sur le dernier bébé que nous avons sorti, qui est le Hub de la finance digitale, qui est un site qui fédère l'ensemble des contenus sur la finance digitale. C'est un site d'information de contenu, mais aussi de formation qui existe ou d'événements. Je vous invite à aller faire un tour sur www.lafinancedigitale.com. Ce site, ce n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Il faut se l'approprier. C'est vraiment l'objectif de faire des échanges, des rencontres autour de la finance digitale. Mais encore une fois, je vous en dirai un petit peu plus dans le mail de demain qui viendra avec l'enregistrement. Alors, concernant notre expérience en RDC, en 2018, nous avons déjà effectué une étude sur les accélérateurs de réseaux d'agents dans toute la RDC, à la fois pour comprendre les facteurs internes à la gestion des réseaux d'agents qui favorisent ou entravent le succès de ces réseaux, mais également pour fournir des conseils sur la manière d'améliorer la gestion opérationnelle des réseaux d'agents. Cette étude est disponible sur notre site. Vous aurez accès dans le mail récapitulatif. Donc voilà, donc en plus de cette étude, on assiste les institutions financières dans toutes les étapes, depuis l'élaboration de la stratégie, la mise en place et l'évaluation d'un réseau d'agents. Je ne voudrais pas être trop longue parce que ce n'est pas non plus l'objet. Je laisse le flambeau à Rocky pour la suite de la session. Merci beaucoup et bonne session. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore de nous avoir rejoints cet après-midi. Je suis Rocky Abdul. Je suis consultant à Microsafe Consulting et je serai le modérateur de ce webinaire. Rapidement, le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler sur 3 points. D'abord, le contexte global, et puis c'est une petite ébauche que moi je suggère qu'on puisse mettre un peu au milieu. Et puis, rapidement, nous allons ouvrir notre panel pour une discussion avec nos experts pour qu'on puisse bien comprendre ou avoir plus d'éléments. Et enfin, nous allons clôturer notre session par une séance de questions-réponses. Alors, personnellement, je suggérerais qu'on puisse commencer par Monsieur Jean Kabongo. Comme ça, il va nous permettre un peu de comprendre le réseau Finca et ce qu'ils font à Finca avant qu'on puisse un peu mettre le contexte pour appuyer les éléments. Alors, voilà. Je ne sais pas si Monsieur Jean Kabongo, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être profiter rapidement de vous comme vous êtes encore là avant que… est-ce que vous pouvez un peu nous faire une petite présentation de Finca Express et nous partager quelques chiffres clés de Finca, le réseau de Finca Express? Merci Rocky et merci à Microsafe qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager notre expérience dans ce panel. Alors brièvement, Finca RDC, c'est un réseau d'agents bancaires qui a commencé depuis 2011. Pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, le tout premier agent Finca Express qui a été lancé était lancé à Maluku. Maluku, c'est une commune, je dirais, urbano-rurale. Alors la question, ça serait pourquoi Maluku? Pour la simple raison que la stratégie au départ pour Finca RDC était de pouvoir se rapprocher de ce client. À l'époque, en 2011, un client de Finca qui quittait Maluku pour fréquenter l'agence la plus proche dépensait autour de 8 000 à 10 000 francs, ce qui ferait autour de 5 $. Alors, l'expérience est telle que nous, on allait sensibiliser ces clients en leur disant
voilà, vous pouvez ouvrir un compte en banque et commencer à y déposer même 1000 francs congolais. Alors, imaginez que pour déposer 1000 francs, les clients devaient d'abord dépenser 5 dollars, l'équivalent de 10 000 francs, pour pouvoir arriver à l'agence la plus proche. Et donc, cette expérience a fait que nous puissions, quelque part, réfléchir sur cette stratégie de Finca Express pour pouvoir permettre à nos clients d'être plus rapprochés de nos points de service. Et aussi, Finca Express était une réponse au fait que la majorité de nos clients venaient dans nos agences et parfois y passaient toute une journée juste pour signer un contrat et avoir accès à leur crédit. Alors du coup, Finca Express était une réponse, comme je l'ai dit, pour pouvoir permettre à ses clients de ne pas passer tout le temps dans nos agences. Alors, le réseau Finca Express, disons que la stratégie était celle-là au départ, mais au fur et à mesure qu'on avançait, avec le temps, la stratégie était en train d'être adaptée aux besoins que ressentait l'institution, aux besoins qui étaient identifiés au niveau de notre clientèle. Voilà pourquoi, aujourd'hui en 2021, notre réseau d'agents Finca Express n'est pas là seulement que pour adresser le problème qui était lié à la distance, à la proximité avec le client, mais il y a toute une stratégie, une multitude de stratégies qui est développée tout autour du réseau d'agents bancaires pour pouvoir les permettre aussi à l'institution le plus de monde possible par rapport à l'inclusion financière. À ces jours, Finca Express permet à notre institution qui est Finca de pouvoir être capable de gérer mieux ses coûts opérationnels qu'il y a 12 ans, qu'il y a 13 ans. Pour la petite histoire, c'est que lancer une agence en RDC nous coûtait pas moins de 250 000 dollars. Parce qu'à l'époque, en 2011, s'il faut rentrer là, une agence ne pouvait pas desservir plus de 10 000 clients. Donc, quand on arrivait sur une agence à 10 000 clients, on est automatiquement obligé de pouvoir diviser cette agence et en créer une nouvelle. Et créer une nouvelle, nous devrions faire face à ces gros investissements, disons 250 000 à 300 000 dollars pour pouvoir lancer une nouvelle agence. Mais à ce jour, grâce à Finca Express, Finca est maintenant à mesure de gérer 15 000, voire même au-delà de 15 000 clients sur une seule agence. Donc, Finca Express nous est d'une très, très grande importance. Un autre élément que je voudrais souligner ici, c'est de dire que le réseau Finca Express aujourd'hui effectue plus de 80% des transactions des Finca. Ça veut dire que nos clients sont beaucoup plus dans les réseaux d'agents bancaires qu'ils sont dans nos agences traditionnelles. Oui, et les réseaux Finca Express aussi nous permet d'arriver à des endroits où on ne pouvait même pas y être parce que peut-être investir sur une agence par rapport à cet endroit, arriver à ces endroits ne pouvait pas être possible. Oui, Rocky, tu disais? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, Jean, nous allons un peu continuer rapidement parce qu'on sent déjà que vous êtes en train de partir. Alors, tout à fait. Selon vous, quels sont les plus grands défis que rencontre la gestion du réseau Finca Express? Il y a beaucoup de défis avec les réseaux Finca Express aujourd'hui en RDC. C'est d'abord les défis liés à l'infrastructure. Il faut dire que les réseaux mobiles n'arrivent pas partout en RDC. Donc, il y a des endroits où un agent est obligé de monter sur une petite montagne pour avoir la connexion. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi les défis liés à la gestion de la liquidité, qui est un défi, je dirais, collé à tout réseau d'agents. Il y a aussi le défi qui est lié, je dirais, au volume des clients ou au volume des transactions qui ferait que l'agent soit profitable. Donc, il y a certains agents, par exemple, qui n'ont pas suffisamment de volume de transactions qui leur permettent
générer des commissions suffisantes. Ok. Rapidement, comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous faites la proposition des valeurs pour les agents que nous avons observé qui a changé ces dernières années? Oui, Rocky. Je voulais que vous puissiez beaucoup plus partager de votre expérience par rapport à la proposition de valeur pour les agents que nous pensons qui a beaucoup changé ces dernières années. Voilà, la proposition des valeurs de Think Express a beaucoup changé ces dernières années parce qu'au début, c'était du cash in, cash out seulement. Actuellement, nos Think Express sont capables de faire les recharges des unités de télécommunications. Nos Think Express font les transferts nationaux, les transferts internationaux. Ils ouvrent les comptes pour nos clients. Quelqu'un peut même accéder au crédit via les réseaux d'agents bancaires. Et il se constitue aussi un portefeuille des épargnes sur lesquels ils sont rémunérés mensuellement. Et nous continuons à diversifier cette proportion des valeurs avec, par exemple, des transferts internationaux. Récemment, on venait de signer un contrat avec CFC Flash pour permettre à ce que nos agents aient maintenant accès aux transactions Western Union et MoneyGram. Donc, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour pouvoir enrichir davantage cette proportion des valeurs, ce qui donnerait à nos agents la possibilité de se faire un peu plus de commissions, parce qu'il faut dire que les agents bancaires derrière, ce qui les intéresse, c'est la commission. Et donc, on est en train vraiment d'enrichir cette proportion des valeurs pour les garder beaucoup plus attachés à Think Express, à ce qu'ils font avec nous. Et derrière, il y a aussi d'autres types de produits que nous avons développés, par exemple des couverts bancaires, des crédits instantanés qui leur permettent de venir à bout aux problèmes de liquidité. Ça veut dire qu'à tout moment, un Think Express peut recourir à un crédit instantané qu'il a, sur lequel il a accès par USSD ou par l'application mobile, et ainsi renforcer son capital dans la journée. Et pour ceux qui font la paie, par exemple, dans les milieux reculés, ils peuvent recourir au découvert pour pouvoir avoir suffisamment de cash et faire face aux besoins en cash. Alors, je ne sais pas si on saura continuer avec vous, Jean, parce qu'on sent déjà que vous êtes dans l'avion et que on entend même la voix de l'hôtesse de l'air ou du capitaine. Donc, merci beaucoup. Bon voyage. Je ne sais pas si vous savez nous confirmer que vous avez encore 2 ou 3 minutes. Comme ça, je peux vous poser la dernière question avant de continuer avec les autres panélistes. Et voilà, ce sont les aléas du terrain. Voilà, un voyage non prévu et qui viennent alors qu'on avait déjà prévu le webinaire. Voilà, Rocky, je voudrais juste dire merci à tout le monde, à tous ceux qui se joignent à ces webinaires. Et nous resterons disponibles pour pouvoir répondre à toutes les questions éventuelles qui pourront venir dans les chats. Peut-être un tout dernier mot, c'est juste de dire, le réseau Think Express aujourd'hui, c'est plus de 1600 agents qui font plus de 80 millions de volumes de transactions le mois, en dollars, tout comme en francs congolais. Voilà, donc c'est justement un petit dernier mot en disant que sans le réseau Finca aujourd'hui, je crois que Finca RDC ne serait pas capable de pouvoir desservir les 350 000 clients qu'il compte en son carquois. Et il faut aussi dire que le réseau d'agents Finca Express a généré plus de 2,6 millions de dollars de dépôts par rapport à des comptes spécifiques qu'on peut appeler des comptes spéciaux qu'ils sont autorisés à ouvrir. Donc ça, c'est quand même des achievements, je dirais des réalisations énormes par rapport à notre réseau d'agents bancaires Think Express. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jean. Merci. En fait, on se rend compte vraiment de conditions aussi extrêmes dans lesquelles vous avez répondu à ces questions. Voilà, on ne saura pas vous demander plus maintenant. On vous souhaite bon voyage. On va partager les questions avec vous.
Alors, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, c'est dans des conditions assez extrêmes que nous avons essayé d'être avec Monsieur Jean et qui est parti là. Voilà, ce sont les aléas du direct. On ne saurait pas vraiment faire mieux. Mais plutôt, je vais rapidement partager le contexte global qui va un peu essayer de mettre aussi en connexion avec ce qu'il vient de nous partager comme expérience de Finca Express, qui est le réseau d'agents de Finca. Alors, sans plus tarder, on se rend compte que l'inclusion financière en RDC, tous les acteurs de l'écosystème sont tellement déterminés à ce qui est le taux de l'inclusion financière en RDC soit le plus élevé possible, mais ils se heurtent quand même à certains défis. Alors, si nous pouvons commencer à dire que si la RDC a un pas dans le processus d'inclusion financière, mais les challenges vraiment demeurent quasi intacts par rapport à la disparité dans l'implantation des institutions financières entre les villes et les zones rurales et par rapport aussi à l'accès des personnes à faible revenu aux produits et services financiers digitaux. Alors, pour améliorer l'inclusion financière dans n'importe quel pays au monde, avec notre expérience surtout en Afrique subsaharienne, nous avons remarqué qu'il est primordial d'abord de comprendre l'environnement opérationnel, les clients et leurs besoins, afin de développer des services qui créent quelque chose de plus, de la valeur pour les clients. Et ceci conduit à une meilleure adoption de produits et services. Alors, si nous pouvons parler de ces éléments qui boostent un peu l'inclusion financière en RDC ou aussi qui constituent les défis, parlons du mobile money en RDC parce qu'on a vu que la RDC est loin de bénéficier de tous les avantages qui sont liés au mobile money. Même plus de presque 10 ans maintenant que ce service est opérationnel en RDC, mais il est toujours considéré comme un compte d'épargne express que moi je considère beaucoup plus comme un canal de transfert ou un canal de transit parce que avec nos enquêtes sur terrain, on se rend compte que peu de gens savent considérer leur compte comme un compte épargne où ils peuvent garder de l'argent à utiliser à court ou à moyen terme. C'est juste que aussi, dès qu'on vous dit que la transaction est passée, la personne se rend vers un agent pour retirer de l'argent. Alors, un des freins à l'émergence du mobile money en RDC reste l'absence aussi de l'interopérabilité, qui est un pilier sur lequel actuellement beaucoup d'acteurs sont en train de travailler ici en RDC. Alors, on remarque que les quatre opérateurs qui sont en RDC, donc Vodacom, Orange, RTL et Africell, n'ont pas encore interconnecté, sauf actuellement Orange et Vodacom qui savent un peu, on sait faire des transactions de l'un ou de l'autre opérateur sur un téléphone. Voilà, parce qu'on sait que ce manque-là d'interopérabilité aussi ne favorise pas la fluidité entre les services financiers, entre les opérateurs de téléphonie mobile. Alors, si on peut parler aussi de l'accessibilité, on sait que parmi les grandes barrières de l'accès aux services financiers, nous pouvons citer la proximité, la fiabilité, l'exigibilité et le coût. Mais si je dois commencer par la proximité, on sent que bien que le modèle de réseau d'agents actuellement soit déployé presque partout dans le pays, surtout dans des centres-villes, mais les fréquentations dans les salles bancaires ne cessent d'augmenter. Donc voilà, c'est un petit contraste qu'on remarque sur le terrain. Et en ce qui concerne aussi la fiabilité, c'est beaucoup plus la connectivité qui est beaucoup plus limitée et entravée aussi par l'infrastructure financière. Et l'exigibilité, on doit reconnaître vraiment qu'en RDC, à part les institutions qui ont su mettre en place de plateformes qui prennent en charge l'identification par empreinte digitale, mais le problème d'identité unique reste un problème en RDC parce que la majorité des Congolais ne les disposent ou soit on ne sait pas vérifier ou confirmer si c'est vraiment le vrai ou la personne qui les détient, c'est vraiment le propriétaire.
Mais le coût aussi, nous allons un peu l'aborder avec les termes abordabilité, parce qu'on se rend compte que quand même, en RDC, l'accès et l'utilisation des services financiers coûte encore cher à la population congolaise. Donc, on remercie les efforts de la BCC qui a pris récemment une décision de rendre gratuit à certains services qui étaient auparavant facturés cher sur les canaux alternatifs. Mais jusque-là, cette mesure a encore de problèmes pour être mise en application. Mais on se rend compte aussi que l'environnement bancaire non interconnecté et les manques d'interopérabilité rend aussi cet élément d'abordabilité très compliqué. Alors, le coût élevé de l'accès aussi à l'Internet, parce que on se rend compte que la plupart d'opérateurs de téléphonie mobile, même s'ils sont implantés dans beaucoup de régions, mais quand même le niveau de connexion n'est pas encore à la hauteur pour permettre aussi un déploiement aussi massif du réseau d'agents. Et si je dois finir avec la sensibilisation, pardon, on sait voir que l'histoire bancaire de la RDC caractérisée par des chocs financiers qui ont entraîné de pertes de fonds, conduisant à des réclamations à gauche, à droite et beaucoup plus d'arnaques qui ne cessent de se dérouler ici en RDC. Alors, ici, on remarque que quand même la RDC, oui, c'est un géant, mais la RDC reste tellement en retard par rapport à l'inclusion financière. Ici, on sait un peu de le comparer aussi, de la comparer, pardon, avec les autres pays de la région. Donc, on se rend compte réellement que, voilà, c'est un géant qui somnole parce qu'on remarque une forte exclusion en comparaison avec les autres pays. Alors, ce tableau place l'utilisation des services financiers de la RDC dans une perspective beaucoup plus régionale. Mais même après l'exclusion de la population rurale profonde, donc, on se rend compte que seulement 15% de la population a un compte auprès d'une institution financière. Et là, on considère les taux de comptes qui sont actifs parce que souvent, ce taux, il est à 26%, mais c'est en prenant en compte tous les comptes, même ceux qui ne sont pas actifs. Alors, rapidement, on se rend compte que les services de réseau d'agents seraient peut-être un intermédiaire inévitable pour les services financiers en RDC parce que la population a beaucoup besoin des services à proximité. Il y a le coût d'opportunité qui est élevé. Les institutions financières aussi qui ont trouvé un refuge dans les réseaux d'agents parce que au lieu d'implanter toute une agence qui doit être opérationnelle avec tous les coûts qui viennent après, c'est mieux qu'ils soient beaucoup plus orientés vers le réseau d'agents. Alors oui, les agents actuellement remplissent un rôle crucial dans un écosystème qui se veut inclusif, mais certains éléments aussi doivent attirer notre attention. Donc là, on parle des stocks adéquats, on parle aussi de la qualité des services qui est offert. On parle aussi de la préservation du système bancaire, mais aussi qu'en est-il de la performance du réseau d'agents? Parce que ce sont des éléments qui sont quand même discutables sur le point de vue financier. Alors, ici, oui, on sait qu'à la base, les services bancaires sans agence reposent sur la possession des liquidités. Mais il y a encore ces problèmes sur l'approvisionnement des liquidités. Il y a encore ces problèmes sur les fonds de démarrage ou les fonds de roulement pour les agents qui doivent utiliser le réseau. En ce qui concerne la qualité des services, on s'est rendu compte sur le terrain que les clients confondent toujours un agent bancaire avec sa banque. Donc, les institutions doivent toujours se rassurer de la qualité parce que les plaintes ne cessent d'augmenter sur la qualité des services sur les réseaux, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile comme les institutions bancaires. Mais aussi, on sait qu'il y a si on doit parler de la préservation du système bancaire, qu'il y a
des réglementations sur les opérations sur les réseaux d'agents, que ce soit les KYC, que ce soit la lutte contre la corruption, les fraudes, les blanchissements d'argent ou les financements du terrorisme. Mais comme c'est un service en dehors des agences, les institutions financières doivent toujours se rassurer si les agents préservent quand même la qualité du système bancaire. Mais aussi, on sait entendre qu'il y a aussi de gros investissements à faire dans le réseau d'agents. Mais qu'en est-il du retour sur investissement et surtout quand on décide que ces opérations désormais sont gratuites, alors que beaucoup d'institutions avaient déjà investi assez de fonds pour que ces réseaux puissent marcher. Alors, plus de questionnements que des réponses. Alors, au-delà de ces jalons posés, les questions demeurent. Comment les réseaux peuvent-ils donc être des accélérateurs de l'inclusion financière en RDC? Mais je pense que c'est ça ce que nous allons parler avec nos panélistes. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons ouvrir notre panel et avoir des éléments de réponse avec les experts, les panélistes qui se sont mobilisés, qui ont répondu présents à notre invitation. Sans pour autant tarder, je veux demander, donc là nous avons fini avec Monsieur Jean Kabongo. Je vais demander à Monsieur Jean-Georges et Monsieur Franck d'ouvrir leur microphone. Bonjour Rocky. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, moi je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends aussi. Ah, super. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, oui, je commence par Monsieur Franck Kakolongo. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le réseau M-Pesa pour notre audience, s'il vous plaît? Merci Rocky. Comme tu l'as dit, c'est Franck Kakolongo, responsable du réseau d'agents M-Pesa RDC. Alors M-Pesa, comme tout le monde le sait, c'est le mobile money. Sinon, en termes très simples, c'est le porte-monnaie électronique que vous avez dans votre téléphone qui porte la SIM Vodacom. Voilà, c'est en très peu de mots. Ok, merci beaucoup. Si on doit parler du réseau M-Pesa en RDC, est-ce que vous savez nous partager les chiffres, l'étendue, l'extension sur le grand territoire de la RDC avec plus de 2 345 000 km²? Alors, globalement, M-Pesa, déjà en termes d'abonnés comme en termes de revenus, est aujourd'hui leader du marché du mobile money en RDC, avec un réseau d'agents de plus de 80 000 revendeurs détaillants, ce qu'on appelle agents communément, et qui sont épars sur toute la République démocratique du Congo. Donc, ce sont ces agents qui facilitent les transactions de dépôt et de retrait aux clients finaux, et c'est ces agents qui vont ensuite s'approvisionner auprès d'un groupe de distributeurs que nous appelons super agents. C'est un groupe de 500 super agents actifs. C'est eux qui facilitent la distribution. Et ceux-là viennent s'approvisionner soit auprès des banques, soit auprès de M-Pesa directement, mais toujours en passant par un compte bancaire pour lequel nous avons un partenariat avec toutes les banques qui sont présentes en RDC. Voilà un tout petit peu quelques chiffres, Rocky. Je ne sais pas si tu en es satisfait. Oui, merci beaucoup pour ces chiffres. Oui, M-Pesa leader sur le marché, mais on se poserait la question aussi de savoir, Monsieur Franck, quels sont les grands défis que vous rencontrez dans la gestion de votre réseau? Parce qu'aujourd'hui, oui, on sait voir partout que voilà, il y a les agents M-Pesa et dans beaucoup de zones reculées, comme on appelle le Congo profond, on sait voir des agents des M-Pesa partout, mais la question reste toujours, qu'en est-il de la gestion de ce réseau? Quels sont les grands défis que vous rencontrez ou quelles sont les solutions que vous mettez en place pour gérer ce grand réseau?
Merci, Rocky. Un des plus grands défis que nous rencontrons en RDC, c'est en premier, ce sont les infrastructures. Alors, c'est assez complexe de travailler dans un pays aussi grand que la RDC, avec des routes qui sont pas très praticables pour accéder à certains endroits, avec des cours d'eau des parts et d'autres. Et ce n'est pas très facile de déployer ce réseau d'agents, mais nous essayons de trouver des palliatifs, nous essayons d'élargir les bras en signant des partenariats avec des personnes qui peuvent nous aider à aller un peu plus loin que les grandes villes. Un autre challenge que nous avons, sinon un autre défi, c'est le défi de la sécurité. Il faut dire qu'il y a une grosse partie du pays qui n'est pas très sécurisée. Dans ces coins, certains partenaires hésitent d'aller investir, même quand ils ont la bonne volonté d'y investir. C'est assez complexe d'y aller parce qu'ils se disent demain, quelqu'un s'en va avec mon argent. C'est une histoire d'argent, donc c'est assez complexe. Au-delà de la sécurité, nous avons un challenge de l'éducation. Il faut dire que le taux de compréhension ou la facilité de compréhension du mobile money c'est pas très facile de comprendre le mobile money pour une certaine couche de la population. C'est là qu'il y a un grand travail que nous abattons en termes d'éducation, en termes de formation, en termes de simplifier ou simplification de la compréhension même du mobile money. Quand on essaye d'utiliser le terme comme porte-monnaie, on essaye d'utiliser les termes comme juste argent électronique, question de mieux expliquer pour avoir une inclusion financière bien meilleure et que la population arrive à comprendre qu'elle peut épargner son argent et sans problème. Un autre challenge, je veux dire le quatrième, c'est le challenge de la confiance. Vous l'avez dit tantôt, ce que nous avons été butés dans ce pays à beaucoup de difficultés avec certaines pratiques malsaines qui sont devenues dans le monde financier et qui ont rendu une couche de la population, sinon une grosse partie de la population, assez méfiante à recevoir des produits et services que nous mettons sur le marché. Il faut dire qu'avec les années, la confiance est en train de revenir. Le Mobile Money a été lancé depuis 2012 en RDC. Après quasi, je peux dire, 9 ans aujourd'hui, la confiance est en train de venir et le nombre d'abonnés actifs est en train d'accroître, même s'il y a quand même toujours un trou béant entre ceux qui s'enregistrent et ceux qui utilisent réellement. Alors, le dernier challenge que je mets sur la table, c'est le challenge de la liquidité. Il faut dire que le réseau d'agents est très important, mais il doit être liquide. Un client qui vient faire son dépôt ou son retrait sur un point de vente, il a besoin de trouver la liquidité qu'il faut. Alors, sur cette partie, l'agent ou le revendeur, par moment, n'a pas le capital qu'il faut. Il veut bien sûr faire votre business, mais il n'a pas le capital qui se balance avec la demande qu'il y a dans ce secteur. La banque a aussi des difficultés parce qu'elle se retrouve dans un coin, par exemple, où il y a des grosses difficultés à acheminer de fonds. Et essayez d'imaginer que vous avez une agence d'une des banques qui se retrouve à Uvira et il faudrait acheminer de fonds de Bukavu à Uvira. Et le passage, il est très insécure. C'est assez compliqué. C'est des gros challenges comme ça auxquels nous faisons face tous les jours, mais au fur et à mesure, nous essayons de trouver des solutions et d'arriver à donner aux clients une certaine satisfaction à notre manière. Merci beaucoup, Monsieur Franck, pour ces éléments. Mais je voulais aussi dire que nous ne sommes pas seulement avec Monsieur Franck. Je ne sais pas si Monsieur Jean-Georges, vous nous entendez? Oui, bien sûr, je suis là, j'écoute religieusement. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour notre audience, comme ça on saura aussi vous faire intervenir si vous avez des éléments à ajouter par rapport à une ou autre question. Bien sûr, ouais. Donc je m'appelle Jean-Georges Abomba. J'ai une double casquette puisque je suis le directeur général de la société GAST qui marche sur 2 pieds. Le premier pied, c'est de pouvoir accompagner via le consultanat, les audits et je dirais les formations, toutes les entités qui veulent passer au digital ou en tout cas
au numérique. Ça, c'est un premier fonctionnement. Et le deuxième fonctionnement de GAST, c'est justement de mettre à disposition les outils qu'il faut pour ça. Donc, nous développons des applications et des solutions métiers. Donc, il y a tous les autres métiers. Vous avez les assurances, vous avez les caisses de prévoyance sociale, mais l'un de nos fers de lance, c'est les applications de services financiers digitaux. Et là, nous développons des applications telles que, par exemple, on a parlé de l'identification client, le KYC. On a une application qui permet de répondre à ça. On permet de mettre des applications qui permettent de faire de l'épargne journalière. Essentiellement, nous essayons de développer des applications qui facilitent justement l'intégration financière au travers des outils digitaux et qui vont pouvoir faciliter les choses. Sinon, auparavant, j'ai été responsable de services financiers digitaux et notamment sur la RDC et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a plus d'une dizaine d'années, en 2009, on a tenté de lancer le premier porte-monnaie électronique au travers d'une carte prépayée. Et je me souviens qu'on avait investi beaucoup d'argent pour pouvoir promouvoir cette carte-là. Mais la réalité du terrain a fait que ce n'était pas encore prêt à ce moment-là, parce que le réseau de distribution n'était pas prêt, parce que mentalement, au niveau des mentalités, ce n'était pas prêt. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça je dirais l'élément d'espoir, c'est que 9 ans après, et j'entendais Franck disait tout à l'heure que aujourd'hui la confiance est revenue. J'entendais gens dire qu'il y a des volumes 80 millions par mois de transactions digitales. Donc, ça veut dire que quelque part, les choses sont en marche et que il faut toujours, je dirais, investir en termes de temps et d'idées et laisser les choses maturer. Et je pense que j'ai vu les statistiques que tu as montrées tout à l'heure, Rocky, où la RDC, bien entendu, reste très faible en termes de statistiques, mais en termes de potentiel, qu'est-ce que c'est un gros pays? C'est un géant en termes de potentiel. Donc, ça veut dire que si l'espoir revient tel qu'il est en train de revenir, si on est méthodique, si on reste, je dirais, focalisé sur les éléments, bien entendu, il y a des obstacles. Si on se focalise sur ces obstacles-là, je pense que dans les années qui viennent, la RDC sera certainement un des modèles sur le continent. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jean, pour cet ajout. Bon, je ne sais pas, moi j'aurais suggéré, à moins que Monsieur Franck ait des petits soucis, mais j'aurais préféré qu'on puisse activer nos cams aussi pour que notre audience puisse nous voir aussi au moment où nous sommes en train d'interagir, si ça ne vous dérange pas. Alors, comme tu me sais, Rocky, moi, ma cam pose problème. Donner accès, à défaut, je vais devoir m'y abstenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup. Nous allons continuer. Et Monsieur Jean, qu'est-ce que vous pensez, au fait, avec votre expérience dans l'utilisation des services de réseau d'agents en RDC, que pensez-vous au-delà des éléments partagés par Monsieur Franck, qui peuvent être les grands défis? Parce que avec notre expérience sur le terrain, on s'est rendu compte que la population est assez sensibilisée, mais la confiance, oui, elle est là, mais elle reste toujours bernée par des petits escrocs qui viennent à gauche, à droite. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit que c'est quelque chose que je ne connais pas et donc du coup, je n'ai pas confiance, surtout s'il y a une malversation. Du coup, ça accentue un peu le risque, ça accentue la peur. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que si on enlève le digital, si on enlève la technologie, et on prend mon porte-monnaie classique que j'ai dans ma poche, ou bien ma poche même que j'ai des risques aussi de me faire voler. Il y a des spécialistes qui savent retirer les billets de ma poche sans que je m'en rende compte. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve simplement dans l'électronique. Après, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est les volumes, c'est-à-dire que le taux de, je dirais, de fraude qu'il peut y avoir, et notamment ça dépend des réseaux. C'est chaque réseau qui va calculer le taux de fraude. Mais s'il est réduit au minimum,
Après, c'est une question simplement d'éducation. D'accord? C'est une question d'éducation. Donc là, aujourd'hui, donc si on regarde les faits, oui, ça, c'est un vrai challenge. C'est vraiment de faire une éducation, d'éduquer les gens, à leur faire comprendre non seulement sur l'utilisation de leur compte. Moi, je vois par exemple au niveau des tout ce qui est mobile money, les fraudeurs, mais ils sont très intelligents. Mais je vois que les principaux opérateurs, et notamment toutes les personnes qui sont un peu dans le digital, se sont engagées dans tout un travail d'éducation. Et ça, c'est important. Juste pour vous donner, déjà, si on prend le phénomène d'avant qui était le transfert d'argent, on avait le même problème de fraude également. Et la solution est venue dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on a éduqué à la fois les opérateurs sur le terrain, mais surtout on a éduqué les utilisateurs en disant attention, faites attention à qui vous envoyez l'argent, attention, faites attention à qui vous envoyez l'argent. Et ça a permis de réduire drastiquement les fraudes qu'on a pu avoir. Et c'est le même phénomène qu'on est en train d'observer auprès des opérateurs mobiles, auprès des opérateurs digitaux, qui également rentrent dans une éducation. Il faut renforcer et prendre le temps de solidifier. Après, je pense que le bon sens prendra sa place parce que le bon sens viendra au moment où on se rendra compte que le taux de fraude, il est faible et qu'il est équivalent à un taux de fraude si on avait l'argent fiduciaire. Donc, c'est à peu près ça. Donc, pour paraphraser, on peut dire qu'aussi la fraude s'est digitalisée. Donc, elle a quitté un peu cet environnement physique aussi pour avancer avec la technologie. Et c'est pourquoi dans notre cours de transformation digitale, quand on parle de l'écosystème de la finance digitale, on aime toujours attirer l'attention de nos participants sur la cybersécurité ou la cybercriminalité parce que avec l'avènement de la transformation digitale, beaucoup d'acteurs sont beaucoup plus fixés sur quels sont les services que nous allons donner, quelle est l'expérience client avec notre clientèle. Et ils sont souvent surpris par des attaques, des activités de cybercriminalité, alors que franchement, ces choses-là n'étaient pas aussi prévues dès le départ. Alors, si je dois rebondir sur votre intervention sur la situation de l'inclusion financière en RDC, on a vu franchement que oui, la RDC est en retard si on doit prendre toute la région et beaucoup plus les pays de l'Est de la RDC qui sont juste à l'Est de la RDC. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui explique cet état des choses? Quelles sont les grandes raisons qui expliquent ce retard alors que le potentiel, vous l'avez dit, le potentiel est là? Je vais vous donner, je pense qu'il faut qu'on aille dans le bon sens. Alors, c'est une histoire de carré et de rond. J'y viendrai un peu dans mon histoire de carré et de rond. Si je prends, et je vais vous parler de ma mère aussi également. Si je prends la maman et je lui dis, écoute maman, j'étais ouvert un compte, il est à telle banque, donc à chaque fois que tu auras besoin d'aller, tu vas à la banque. Et la première fois que j'ai dit ça à ma mère, elle me dit, oulala, tu me demandes d'aller dans l'organisme des personnes riches. Je suis arrivé là-bas, il y avait des fauteuils en cuir, je n'ai même pas osé m'asseoir parce que j'avais peur de les salir. D'accord? Ce qui veut dire que quelque part, on est en train de parler d'une grande partie de la population qui va se retrouver dans un univers où ils ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas leur univers. On est dans une institution. Effectivement, la banque telle qu'elle est en RDC ou dans les autres pays en Afrique, c'est une banque comme on la voit aux États-Unis ou en Europe, qui est très aseptisée et tout est propre. Mais elle ne se sent pas à l'aise à côté de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je lui dis, écoute, voilà, quand tu auras un peu d'argent, tu vas mettre l'argent dans ton compte bancaire, ainsi de suite. Il dit, je vais donner mon argent, mais je ne connais pas cette personne. Je ne la connais pas, cette personne. Pourquoi je vais lui donner mon argent? Et puis, je ne sais pas, tu ne sais pas qui il est ou quoi que ce soit. Donc là, il y a aussi une question de rapport. Et là, on commence à voir que peut-être que notre mode de fonctionnement, notre société n'est pas forcément adaptée à ce type d'approche bancaire, en tous les cas. D'accord? Et la troisième chose, c'est que quand je lui donne 50 $, au final, quand on a enlevé les frais, il va lui rester 45 ou 42 $. Pour une maman qui a 50 $, 5 $, c'est beaucoup. Ça a un impact. D'accord? Donc voilà
peut-être déjà les 3 éléments qui commencent à peut-être expliquer cette faiblesse de bancarisation. Et pourquoi je parle de carré de rond? Pourquoi j'en parle? C'est que quelque part, on a un carré qu'on essaie de faire entrer dans un rond. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système bancaire qui a fait ses preuves ailleurs et qu'on essaie de faire adapter, de faire adopter par des personnes qui fonctionnent totalement différemment. Et c'est là que, je dirais, l'institution de Franck a peut-être, M-Pesa a peut-être changé un peu la donne, et c'est peut-être ça qui va faire changer, et c'est peut-être ça aussi, et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui a fait décoller la bancarisation sur pas mal de pays, parce qu'on est à 15% en RDC, mais je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, on était à moins de 7%, donc c'était, on a évolué, et on a évolué grâce justement, et notamment la révolution M-Pesa a vraiment changé les choses, à savoir que on a mis en place peut-être une nouvelle façon de faire la banque. Alors, Franck, je ne voulais pas que tu te réjouisses très rapidement parce que c'est vrai que M-Pesa a trouvé, mais ils ont fait ça au doigt mouillé, comme ça. C'était pas forcément. En général, le marketing dit qu'on a bien réfléchi ou quoi que ce soit. Mais non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a été opportuniste. Et d'ailleurs, c'est ça le marketing d'ailleurs. Ils ont été opportunistes. Le marché, les utilisateurs ont transformé une technologie pour en faire quelque chose dont ils avaient besoin. Et c'est ça que M-Pesa a compris. Et ils ont créé une nouvelle façon de faire la banque. Et c'est peut-être ça qui va nous permettre de pouvoir y aller. Maintenant, pour pouvoir y aller, il y a, si on revient à l'histoire que j'ai racontée de ma mère au début, il y a des éléments qu'il va falloir prendre en compte. La première, c'est la proximité. Et Jean en parlait tout à l'heure, leur approche de réseau a fonctionné parce qu'ils étaient très proches des personnes. Donc, plutôt que de mettre des fauteuils en cuir, si tu me mets un banc et que tu mets beaucoup de gens et que c'est bruyant et que je connais personnellement la personne qui fait les transactions et que je peux l'appeler par son prénom et que je peux même l'engueuler et je peux même le soupçonner quoi que ce soit, là, je suis dans mon univers et je suis dans la nouvelle banque. Et je suis plus à l'aise avec ça. Et je suis prêt à donner mon argent et mon épargne à quelqu'un que je connais parce que je sais que dans le réseau, ainsi de suite, je peux avoir une attache avec lui. Ça, c'est peut-être une des solutions qui va nous amener vers ça. Okay. Mais en tout cas, la proximité et la confiance va être très importante. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jean, pour cette intervention. Et on sent vraiment que, oui, M-Pesa, si on appelle précurseur, parce qu'il nous a montré que beaucoup de choses peuvent marcher sur les marchés congolais. Alors, peut-être je vais me tourner rapidement vers Franck. Actuellement, parce qu'on sait que, voilà, pour des zones, c'est vous, au fait, qui êtes les précurseurs. Que pensez-vous du partenariat M-Pesa avec les institutions financières? Parce qu'ils se sont dit que voilà, l'infrastructure n'est pas là, mais là où vous êtes, ils vont venir. Alors, que pensez-vous? C'est à quel niveau les partenariats et qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui avance par rapport à la RDC? Merci Rocky, merci Jean-Georges pour la reconnaissance de M-Pesa comme précurseur dans cette inclusion financière. Il faut dire qu'il y a encore du travail. L'opportunité est énorme, comme on le sait en RDC, comme en Afrique. Et je crois que les institutions financières sont des très bons partenaires pour nous accompagner à réussir. C'est vrai qu'il y a eu des limitations. Déjà, la bancarisation était à 4% jadis, aujourd'hui à 15%. Il y a un gros travail de synergie qui se passe entre M-Pesa et les institutions financières. J'explique aujourd'hui avec un produit comme le bank to wallet, wallet to bank. Je vais expliquer sur le produit. C'est un produit qui permet à ce qu'un client Rocky, qui a un compte bancaire ouvert dans une des banques de la place, et qui a un compte M-Pesa dans son téléphone, son téléphone avec une SIM Vodacom, soit capable aujourd'hui de déposer de l'argent au coin de sa rue et de le transférer de son téléphone vers son compte bancaire pour créditer son compte bancaire. Et vice-versa. L'argent pourrait quitter son compte bancaire après avoir reçu son salaire à la fin du mois. Rocky reçoit son salaire à la fin du mois et il peut bouger dans son salon sans sortir de chez lui,
demander à ce que l'argent sorte de son compte bancaire et arrive dans son téléphone et aller retirer cet argent au coin de sa rue. Et ces petits partenariats aident énormément à rallonger les bras des banques. Dans des coins là où ces banques ne sont pas présentes, elles peuvent avoir des clients. C'est-à-dire un client qui sait que la banque dans laquelle je suis client n'est pas présente à Kalemi, par exemple, mais M-Pesa est assez présent à Kalemi. Il n'y a pas de problème. Je peux faire un déplacement à Kalemi. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour les fonds parce que si toi arrives à Kalemi, je peux retirer de l'argent de mon compte bancaire, l'envoyer dans mon téléphone, dans ma SIM Vodacom, dans mon compte M-Pesa et faire un retrait au coin de la rue. Et voilà l'importance de ces 80 000 points de vente que nous avons en RDC. C'est là que le réseau d'agents vient être encore très important. Et c'est là que nous continuons à nous battre pour étendre de plus en plus les réseaux d'agents, parce que cette extension du réseau d'agents permettrait à ce que tout le monde se dise « il faudrait que je puisse quand même avoir un compte M-Pesa parce que je peux déplacer mon argent d'un point à un autre ». Tout le monde peut se dire « pour des services bancaires quelconques qui existent dans certaines banques, offerts dans certaines banques, même si cette banque est à distance, je peux bénéficier de ce service bancaire parce que je peux faire un dépôt dans un coin où je n'ai même pas une présence de cette banque et l'envoyer dans mon compte bancaire et bénéficier des intérêts que cette banque propose. » Donc voilà un tout petit peu les genres de partenariats qui nous aident un tout petit peu à étendre les réseaux d'agents et en même temps, par voie de conséquence, l'inclusion financière. On y va mollo, mais ça avance très bien et j'espère que la vitesse qu'on est en train de prendre, il faut dire qu'on a eu à peiner pendant autant d'années, mais là, la vitesse, elle est plus grande. Jadis, vous vous rappellerez que nous avions eu dans le passé la possibilité de payer les civil servants, les fonctionnaires de l'État. Mais c'était les 2 premières années du lancement du Mobile Money en RDC. Et à l'époque, nous avions peiné sérieusement parce que les réseaux d'agents n'étaient pas encore bien étendus dans le pays. Quand quelqu'un recevait sa monnaie électronique, il ne savait pas où retirer cet argent et la satisfaction du client n'était pas au rendez-vous. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que les années avancent, chacun est en train de comprendre que c'est très important qu'au coin de sa rue, pour rejoindre la proximité à laquelle Jean-Georges a fait allusion, il faudrait que nous puissions avoir dans chaque coin de rue des agents. C'est un travail, c'est un challenge et je crois que nous sommes en train de les relever de la bonne manière. Désolé, j'avais coupé, le micro était coupé. Merci beaucoup pour cet élément. Alors, j'ai dit à nos participants que les questions sont en train d'arriver. Donc, si vous avez une question aussi, que ce soit pour M. Jean-Georges ou pour M. Franck, n'hésitez pas à l'écrire dans le box à droite où on écrit chatter. Cliquez là-bas, écrivez la question et envoyez-nous la question et dans quelques minutes, là, maximum 10 minutes, on va prendre ces questions et on va vous répondre. Alors, tout à l'heure, je vous ai vu secouer la tête, Monsieur Jean. Alors, je me dis, par rapport à l'intervention de Monsieur Franck, oui, et il a parlé d'assez d'éléments très intéressants, surtout sur cette dépendance, parce qu'il y a des personnes qui pensaient que, voilà, c'est beaucoup plus les institutions financières qui devraient venir derrière les opérateurs de téléphonie mobile ou soit l'inverse. Mais selon vous, sur quel levier réellement est-ce qu'on doit appuyer pour booster l'inclusion financière en RDC? Déjà, il faut que chaque groupe masterise ses peurs. D'accord? Il faut bien comprendre la réalité, c'est-à-dire que vous avez les banques qui ont une baronnie, ils ont un gâteau et qui estiment que c'est leur prêt carré. D'accord? D'un côté, vous avez une nouvelle façon de faire la banque qui est le mobile et qui se disent que pour survivre, puisque le airtime ne suffit plus, il va falloir qu'on se diversifie et la seule manière de se diversifier, c'est les services financiers digitaux. Donc, du coup, ils veulent rentrer dans le système financier classique où les banques freinent des cas de fer parce qu'ils se disent c'est une concurrence qui va venir perturber notre tranquillité d'esprit. Si on reste comme ça, oui, forcément, on reste encore dans les… Et je pense que les années qui viennent de passer ont été vraiment, je dirais, le théâtre
cette confrontation. Et d'ailleurs, au niveau des banques centrales, vous allez voir que quand les opérateurs de mobile ont voulu rentrer et se faire référencer comme service financier, les banques traditionnelles ont vraiment freiné les cas de fer. Et en RDC, je peux vous le garantir que les banques, à ce niveau-là, ils s'entendent souvent très bien pour pouvoir repousser un peu les personnes. Alors, ce qui est intéressant maintenant, et c'est pour ça que je souriais, parce que Franck racontait qu'au début, quand ils ont lancé, il y avait quelques difficultés de logistique. Moi, je m'en souviens, on avait fait une carte prépayée. Mis à part les deux distributeurs automatiques de ProCrédit à Kinshasa, et puis peut-être le cercle français qui acceptait les paiements par carte, une fois qu'on avait fait les 3 éléments, on ne pouvait pas utiliser la carte. Donc, mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des distributeurs partout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir 3 acteurs qui vont être très importants. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons au niveau des GAST. Le premier, c'est que vous avez les banques institutionnelles qui sont des gros mastodontes et pour lesquels le virage technologique n'est pas si évident que ça. D'accord? C'est comme quand vous conduisez un camion, quand vous voulez vous négocier un virage, vous l'amorcez longtemps à l'avance. Vous n'avez pas cette flexibilité. Vous avez d'un côté les opérateurs mobiles qui, eux, ont un instrument qui permet de faciliter justement les opérations bancaires. Et au milieu de tout ça, vous avez cette petite guéguerre et va venir maintenant se rajouter un 3e acteur qui sont les fintechs. Et les fintechs, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des petits bateaux agiles, des petites voitures agiles qui sont capables de se mouvoir rapidement et donc de négocier plus rapidement les virages de demain. Ces 3-là sont amenés à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que la banque va effectivement avoir cette approche prudentielle au niveau financier qui va rassurer tout le monde. Les fintechs vont pouvoir anticiper les changements de demain, faire les preuves de ce qu'on appelle les POC, les Proof of Concept, s'assurer que les approches fonctionnent bien avant que, et à la fois les banques et les opérateurs mobiles puissent intégrer ça. Je vais vous donner juste un exemple très, très bête. Aujourd'hui, on a parlé d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est bien de le dire, mais le faire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Et donc, aujourd'hui, seuls les fintechs vont pouvoir le faire. Nous, par exemple, à GAST, on a la possibilité de donner une plateforme à une banque qui est capable de faire l'interopérabilité entre tous les moyens de paiement. Ça, c'est des choses que nous avons fait et que nous avons testé et qui fonctionnent. D'accord? Et les fintechs seront ceux qui vont permettre peut-être ce rapprochement entre, je dirais, ces 2 acteurs-là, qui est inéluctable, qui est vraiment inéluctable. Parce que l'Africain a décidé que sa façon de faire la banque, ça sera à travers un téléphone et pas dans une agence bancaire. Merci beaucoup. Alors, on comprend vraiment que c'est un cocktail vraiment qui doit être mis en place pour la réussite ou pour booster les taux d'inclusion financière en RDC. Je me retourne encore vers M. Franck. Oui, on comprend que vous êtes à l'aise avec les différents partenariats en RDC, mais voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas comme vous le voudrez. Pouvez-vous partager quels sont les différents défis que vous rencontrez quand même dans ces opérations de partenariat avec les institutions financières? Alors, un des plus gros, c'est la liquidité, comme je l'ai dit au début de mon speech. C'est une difficulté qui est énorme parce que notre réseau de mobile money aujourd'hui, M-Pesa, fait tourner énormément d'argent. Et par moment, nous n'arrivons pas à avoir la vraie satisfaction du support des institutions bancaires parce qu'il faudrait d'abord qu'ils définissent les priorités. Est-ce que nous sommes leur priorité 1, comme le disait Jean-Georges? Est-ce que nous sommes la priorité seconde? Pour certains, oui, pour certains, non. Certains ont développé aussi leur propre mobile banking et il faudrait arriver à juger entre le support qu'ils vous donnent et votre support. Or, par le fait de la régulation, nous sommes obligés de passer par eux pour avoir un approvisionnement. Vous imaginez que les clients finaux sont censés avoir de l'électronique tout comme de l'espèce. Et quand ils vont vers un agent qui est dans le réseau, il y a toujours un déséquilibre qui arriverait où quelqu'un se retrouverait avec
plus d'électronique et moins d'espèces, et il doit aller convertir cette électronique quelque part. Et la machine bloque par moment, sinon quelquefois et régulièrement, ça arrive. Quand il faudrait aller avoir la liquidité, c'est des files d'attente à un moment qui prennent, qui sont grandes, c'est des temps de traitement qui sont énormes aussi par moment, et tout ça fait que le client final, au finish, se dit que je n'ai pas la satisfaction qu'il faut. Or, nous voulons lui donner la meilleure des satisfactions pour arriver à utiliser le mobile money. Mais n'empêche, nous sommes en train de travailler, nous avons décidé de diversifier notre produits et services afin que le client qui se retrouve avec la monnaie électronique ne soit pas forcément toujours obligé de sortir cet argent ou de faire un retrait, ne soit pas obligé de rentrer dans cette difficulté de la liquidité. C'est comme ça que nous avons une vraie quantité de produits et services qui sont en train d'être divulgués au fur et à mesure. Aujourd'hui, un client qui se retrouve avec la monnaie électronique, jadis, il devrait la sortir pour aller dans un point de distribution ou de réabonnement de télé pour aller réacheter son abonnement. Présentement, il n'en a pas besoin parce que il a tout le réabonnement de télé dans son téléphone. Il sait faire un réabonnement de Canal+, de DSTV, de tous les partenaires, et le faire de chez lui et avoir sa télé en train de fonctionner de manière instantanée. Il ne rate pas un match. Quant à l'achat de crédit, l'achat de paquets Internet, c'est très faisable, c'est rapide. J'ai parlé tantôt de transactions de la banque vers le téléphone, du téléphone vers la banque. Quelque chose qui marche encore très bien, c'est que même quand on a des difficultés dans le réseau d'agents à avoir sa liquidité, aujourd'hui, on a la possibilité, dans les distributeurs automatiques des banques et des plus grandes banques de la RDC, de retirer son argent quand on a forcément besoin d'avoir un retrait. Jadis, on devrait aller dans un coin pour aller demander le change de la monnaie pour passer les francs vers le dollar. Vous connaissez la dualité qu'il y a entre les deux monnaies. Présentement, dans le téléphone, avec M-Pesa, on peut faire les deux. C'est possible de passer des francs congolais vers le dollar, donc faire du forex, et de passer de dollar vers le franc congolais au taux de la banque. Et c'est un taux qui est régulièrement affiché. Alors, toute cette panoplie de produits, vous avez parlé de l'interopérabilité qui hier était un défi. Aujourd'hui, avec un de nos concurrents, nous arrivons à faire l'interopérabilité et les clients peuvent envoyer de l'argent par M-Pesa vers Orange Money et recevoir la monnaie électronique directement. Ce qui fait que ces produits viennent nous aider à ce que les clients qui jadis devraient aller sortir de l'argent essayent de l'utiliser. Je renchéris en disant ceci, c'est que demain, on ira plus vite quand la majorité de nos usages vont être intégrés dans notre téléphone. Quand je devrais aller payer mes légumes auprès de la maman maraîchère ou auprès de la maman qui vend au coin de la rue ou dans le marché qui est dans mon quartier et qu'elle accepte de recevoir ma monnaie électronique sans pour autant être inquiète de ce qu'elle en ferait ou comment elle s'en sortirait avec, je peux vous rassurer que l'inclusion sera plus grande. Demain, si je peux payer mon électricité ou payer mon eau ou payer ma taxe avec ma monnaie électronique, je peux vous rassurer que l'inclusion sera totale. Donc, à ces sujets, tout le monde a sa part. Hein. L'État a sa part, la Banque centrale a sa part, a sa contribution. Nous-mêmes avons notre contribution en termes d'éducation. Le réseau d'agents devrait nous aider et je crois qu'on aurait une vraie pénétration du marché en mobile money en faisant cela. Oui, je vois que M. Jean a quelque chose à ajouter, mais peut-être je prends aussi la dernière question, M. Jean, et comme ça, vous allez tout de même combiner. Alors, que pensez-vous opérateur de téléphonie mobile, institution financière, c'est les tickets gagnants pour les taux d'inclusion financière élevés en RDC? Oui, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et je voulais rebondir un peu sur ce que disait Franck tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ce qu'il disait est très intéressant parce que c'est pour ça que je me suis lancé dans tout ce qui est application et start-up. La solution, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ce côté uniquement transitoire du wallet, de la monnaie électronique, du porte-monnaie électronique.
Jusqu'à présent, c'était juste une transition. Ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Là, aujourd'hui, il faut fixer les choses. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à Gast, on propose aujourd'hui, et notamment essentiellement aux microfinances qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des gros systèmes, et même aussi à certaines banques, nous proposons des solutions complètes de mobile banking qui vont à la fois permettre je dirais, de capter les flux financiers, donc en mettant de l'épargne, en mettant des opérations de paiement ou des choses comme ça, mais également qui vont permettre l'interopérabilité. Je m'explique. On met en place un mobile banking qui va mettre en place un système, un wallet qui permet de pouvoir faire des opérations soit sur un réseau mobile, soit sur un réseau de transfert d'argent, soit sur un réseau bancaire, le réseau bancaire de la banque qui a la plateforme. Donc, ça va créer une interopérabilité déjà à ce niveau-là. Ça va rassurer. Dans la même plateforme que nous proposons, on va mettre, par exemple, tout ce qui est épargne journalière. Donc, si j'ai l'argent sur mon wallet, je peux faire une épargne directement de mon téléphone. Je n'ai plus besoin de sortir de l'écosystème du wallet. Et donc, du coup, forcément, on réduit déjà la tension en termes de trésorerie au niveau des réseaux. D'accord? Ça, c'est vraiment… et ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Franck. On est totalement dans ce que les fintechs vont apporter aux banques et au réseau de téléphonie mobile. Est-ce que le ticket gagnant, c'est celui-là? Oui. Pourquoi? Parce que chacun doit jouer son rôle et en même temps, il doit y avoir une espèce de synergie entre les deux. Chacun doit jouer son rôle, c'est quoi? C'est que la banque, et au-delà des défis dont parlaient Franck et Jean tout à l'heure, qui sont des défis logistiques de terrain et de réalité, c'est-à-dire tout ce qui est trésorerie, gestion de trésorerie, ça c'est un vrai défi à RDC. Tout ce qui est infrastructure en termes de technologie, c'est un vrai défi à RDC. Mais il y a également aussi la partie prudentielle au niveau de services financiers. Parce que c'est ça qui fait la banque. C'est que quelque part, j'ai des règles prudentielles, j'ai un KYC, je connais mes utilisateurs, j'ai les moyens de pouvoir les tracer. Ça, c'est ce que la banque va devoir apporter par rapport à ça. Et à côté de ça, tout ce qui est opérateur mobile, eux, ils vont avoir la proximité avec les utilisateurs parce qu'ils ont l'outil, c'est le téléphone. Ils ont l'expertise du téléphone et ils vont pouvoir mettre ça à disposition des utilisateurs. Et entre les deux, oui, il va falloir apporter ce que je disais tout à l'heure, cette liaison entre les deux qui sont les fintechs, qui vont pouvoir développer des applications, qui vont pouvoir développer des solutions, qui vont pouvoir développer cette transition entre le rôle de la banque qui consiste à gérer la monnaie fiduciaire et le rôle des opérateurs téléphoniques qui consiste à être proche des clients et de leur donner la possibilité de faire des opérations. Et chacun peut y survivre, chacun peut y trouver son terrain. Chacun peut y trouver sa part de, son bonheur là-dessus. C'est inéluctable si on ne le fait pas. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? S'ils ne le font pas, s'ils ne s'entendent pas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que s'il y en a un qui est très gros, il va aller manger un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez Orange qui est devenu tellement puissant qu'ils se sont permis d'acheter une banque en France. Et cette banque est en train d'acheter d'autres banques en Afrique. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer. Soit, effectivement, les gros, ceux qui ont les moyens, vont s'acheter les banques, soit les banques qui ont les moyens vont s'acheter les opérateurs téléphoniques. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre vont manger l'autre. Ou alors, on va être beaucoup plus intelligent. Chacun va rester dans son rôle. Chacun va pouvoir trouver son business model dans cet écosystème-là et le système va pouvoir fonctionner. Et là, pour le coup, on va accélérer l'inclusion. Si la banque apporte ces éléments, si on a une plateforme de mobile money dans chaque banque, j'ai une plateforme de mobile money dans une banque, je peux me connecter à Vodacom, je peux me connecter à un autre opérateur mobile, je peux me connecter à tous ces gens-là et faire l'interopérabilité pour eux, par exemple. Et là, du coup, forcément, il y a de la fluidité. Après, il y a aussi la sécurité, enfin, tout ce qu'on a vu avant, l'éducation, tous ces éléments. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jean, pour ces éléments. Oui, et pour notre audience, nous sommes en train de travailler actuellement en RDC avec les opérateurs de téléphonie mobile, avec aussi les institutions financières pour voir comment arriver à fournir des services financiers à la population. Et voilà, la semaine passée, j'étais à Guémena et on se rend compte vraiment que
la population a beaucoup plus, oui, ils sont plus proches des agents M-Pesa et ils ont du mal à avoir des services financiers, alors qu'ils sont déjà habitués à ces services. Alors pourquoi ne pas utiliser ces agents qui sont déjà disponibles sur les marchés, qui sont déjà actifs, pour un peu essayer d'atteindre cette frange de population. Alors voilà, il y a beaucoup de questions. Moi, je suggère qu'on puisse arrêter les panels ici pour qu'on puisse prendre des questions. Et puis, si on arrive à la fin et qu'on a un peu de temps, on pourra peut-être balayer les autres questions. Rebecca, je vous passe la parole rapidement. Merci, merci à tous pour ces enseignements. Oui, la RDC est un grand pays, il y a un boulevard devant nous pour que une bonne utilisation des réseaux sociaux et de ces partenariats puisse booster l'inclusion financière. Alors, on a eu pas mal de questions, donc étant donné l'heure, on va pas pouvoir répondre à toutes, mais ce que je suggère, c'est que je les prenne dans l'ordre et que Rocky, tu distribues, si ça te va. Et voilà, on répondra en tout cas, pour n'oublier personne, aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. On y répondra par email. Alors, on va d'abord parler de digitalisation des services financiers en RDC. Première question, les M-Banking ne sont pas encore à la hauteur. Que faut-il faire pour répondre à ce défi? Et aussi pour Monsieur Franck, quelle est la bonne solution concrètement pour résoudre le problème d'infrastructure, étant donné que cela est devenu la variable explicative du frein à la digitalisation effective? Ce que je suggère, c'est que vous apportiez des éléments de réponse complémentaires si vous avez, et qu'après vous puissiez vous renvoyer la balle, étant donné que vous n'êtes plus que 3, tout le monde puisse apporter des éléments de réponse. Oui, moi je suggère à ce que oui, Monsieur Franck, vous pouvez commencer et que franchement, ça soit beaucoup plus rapide pour voir si on peut prendre le maximum de questions, 2, 3 éléments et puis on passe parce que je me rends compte franchement qu'on a beaucoup de questions. Monsieur Franck, je ne sais pas si vous pouvez commencer et puis Monsieur Jean peut ajouter. Alors, solution au problème d'infrastructure, je crois que je ne sais pas dire que j'ai une solution magique en main, mais la réalité, c'est que j'essaye toujours de prendre les choses dans le sens de l'opportunité. Je crois qu'en même temps, le problème d'infrastructure ou le défi de l'infrastructure est un blocage, mais en même temps est une opportunité. Parce que je crois que dans des coins, je vais vous donner un exemple très simple, il y a des coins comme la province orientale qui est très liée avec le Kivu, ou par le fait de l'insécurité à mi-chemin entre ces deux régions, les clients préfèrent s'envoyer l'argent en utilisant le mobile money. Donc, en ces moments-là, le défi devient une opportunité. Donc, je n'ai pas un problème à ce que je sois en train de donner des initiatives, à ce qu'un défi soit en train d'être changé dans notre sens ou dans un autre. Je crois que c'est juste dans la façon dont on pourrait en tirer profit pour que le mobile money puisse être bien utilisé. Si vous rentrez dans l'histoire du mobile money même au Kenya, vous vous rendrez compte que c'est sur une situation de crise que le mobile money a pris son élan. Donc, je crois que présentement, nous essayons de surfer. Nous ne sommes pas en train d'apprécier ce qui se passe sur le plan d'infrastructure, avec les difficultés qu'il y a, mais nous essayons d'être positifs en essayant de pallier à ce problème en utilisant, en essayant de rallonger les bras. Là où nous avons une barrière avec un cours d'eau, on essaye de trouver un partenaire qui se positionne sur chacune de rives, question de donner un support et que les clients puissent utiliser la monnaie électronique. Donc ça, c'est une réponse directe que je peux donner à la question sur les infrastructures. Oui, alors Monsieur Jean, comme vous êtes dans les fintech aussi, je pense que la première question sur les M-banking ne sont pas à la hauteur. Que faut-il faire pour répondre à ces défis? Je pense que vous pouvez mieux y répondre. Bon, pour les infrastructures, déjà très rapidement, ça relève, je dirais, c'est un défi pour toute la RDC et notamment son gouvernement. À mon avis, ça relève de quelque chose qui est un grand défi et qui peut changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est et je dirais tous les opérateurs, pour l'instant, ne peuvent que s'adapter à ce qui est existant.
C'est la réalité. Et je pense qu'ils font énormément d'efforts à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des mobile banking, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première chose, c'est que d'abord, il faut qu'on écoute le marché. D'accord? Je parlais de carré de rond tout à l'heure. Ce qu'on a eu souvent tendance à faire, c'est de dire, OK, voilà comment la finance en général internationale, voilà ce que ça veut dire. En général, on voit ce qui se passe un peu en Asie, on voit ce qui se passe un peu en Europe, et on se dit, on va faire la même chose. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut qu'on observe, on regarde nos amis. Je vais vous donner un exemple très simple, hein, très bête, et sur une des solutions que nous avons développées. C'est que nous avons constaté que quand on va dans un marché, et ça s'est passé au Cameroun, quand on va dans un marché, vous avez beaucoup de commerçants qui vendent leurs produits et qui, quelque part, en général, gardent leur argent et il y a tout ce problème de sécurité. Et en même temps, ils se gardent leur argent et puis parfois, ils vont mettre ça à la tontine le dimanche, mais ils ont toujours leur argent avec eux. Et on s'est aperçu qu'ils n'arrivaient pas à épargner de l'argent parce qu'ils avaient souvent ça sur eux. Rien que le fait de discuter avec eux, d'aller les voir, on s'est rendu compte que on pouvait les amener à faire de l'épargne de manière journalière. C'est-à-dire que tous les jours, ils s'arrangeaient via l'application qu'on a mis en place, tout simplement à mettre 500 francs, 1000 francs ou 2000 francs par jour et c'était thésaurisé sur un compte bancaire au niveau de la microfinance qui a développé l'application. Et voilà comment, tout simplement en s'adaptant à la réalité du terrain, en écoutant le marché, on a développé une application qui répond parfaitement. Et ça, c'est une des applications phares de cette microfinance-là. Donc là, véritablement, ça, c'est une approche qui pourra permettre vraiment de changer de paradigme, de se dire, voilà, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien. Est-ce que, par exemple, on a les systèmes de tontine, si vous prenez des pays comme le Cameroun ou peut-être même quelques pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, la tontine fonctionne bien. Et là, on se rend compte que de petit à petit, la notion d'application, une application de tontine, quelque part, fait son chemin. Maintenant, il faut que ça mature un peu, parce qu'il faut les preuves de concept, mais il faut que ça mature un peu. Et voilà des solutions peut-être pour lesquelles qui vont pouvoir peut-être satisfaire la clientèle qui a de besoins particuliers et il faut qu'on soit à l'écoute de ces besoins-là et que derrière les fintechs apportent les solutions. Merci. Je voudrais compléter, Rocky, je voudrais compléter Jean par rapport à la question. On prend les autres questions. Ok, je vais y aller très rapidement. C'est par rapport à la question liée au fait que les banking ou le mobile money ne sont pas à la hauteur. Je ne pense pas que le mobile money ne sont pas à la hauteur. C'est plutôt les usages. Tout se passe sur les usages. La première étape dans ce voyage a été une étape de la notoriété. Faire connaître aux clients qu'il existe le mobile money. Je crois que les clients savent aujourd'hui que le mobile money existe et ça sert à quoi. Mais est-ce que le client, il sait aujourd'hui comment est-ce qu'il va l'utiliser et dans quel usage il aurait. Alors, nous sommes en train d'aller vers les plus gros usages que les clients ont. Je reviens il n'y a pas très longtemps de Lubumbashi. Aujourd'hui, des grands espaces grands espaces supermarchés comme Jumbo, comme Saro acceptent les paiements par mobile money. Demain, c'est la maman du coin. Demain, c'est la petite boutique, c'est la petite pharmacie à côté qui permettrait, parce que chacun d'entre nous a un achat qu'il fait tous les jours. Chacun d'entre nous, sur le mois, a un paiement d'une facture qu'il serait en train de faire, soit de l'eau, soit de l'électricité, mais chacun va au marché pour faire une action particulière qui pourrait demain passer par le mobile money. Et je crois que c'est avec ce type d'usage, additionné à tous les usages que nous avons mis sur le marché, qui pourrait faire que le mobile money soit encore un peu plus apprécié, un peu plus utilisé, pour aller répondre clairement à la question de notre ami de Bukavu. D'accord. Merci beaucoup. Rebecca, vous êtes là? Oui, merci. Merci à tous. Je passe à la question suivante parce que le temps file aussi et que je voudrais pouvoir en prendre quelques-unes. Alors, une question intéressante aussi, elles sont toutes intéressantes, mais question suivante. Comment créer une structure de commission incitative pour la rétention des agents? Rebecca, je ne sais pas si M. Jean nous l'avons encore repris parce que
Monsieur Jean, est-ce que vous nous entendez, Jean Kabongo? Une seconde. Il est de retour. J'essaye. Je suis pas sûre qu'il soit en ligne. Donc, en attendant de voir. Oui, le temps qu'il revienne. Je ne sais pas si, Jean-Georges, vous avez une réponse par rapport aux tarifications et à la commission? Ouais. On parlait de confiance tout à l'heure et je pense que l'un des éléments, c'est que, comme disait, je pense que nos amis de RDC se souviennent de notre feu Jean-Michel Cancan, qui disait « Un 5 francs ne doit pas chercher son frère ». Et je pense qu'il faut qu'on reste dans ce bon sens-là. C'est-à-dire que et la commission fait partie de ces éléments qui vont rassurer les personnes. Et en général, il faut que les choses soient fixées d'avance. Après, c'est une question de négociation parce que selon qu'on soit gros ou petit, la négociation au niveau des commissions peut changer, mais il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que quand j'arrive, le pricing doit être très simple. Il ne faut pas qu'il y ait de… moi, je sais qu'à une époque, il y avait des pourcentages au niveau des commissions. Ce n'est pas bon parce que le client ne sait jamais combien il va payer. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit un montant fixe. Et au niveau des fonctionnements des agents, de réseau d'agents, il faut que là aussi, la répartition soit claire. Je voudrais prendre l'exemple des transferts d'argent, des sociétés de transfert d'argent, pour lequel le mécanisme fonctionnait bien. C'est-à-dire que quand il y avait une commission qui était générée par un transfert, on savait que l'envoyeur recevait un montant, on savait que le receveur recevait un montant, et on savait que la société de transfert d'argent avait un montant. Et l'utilisateur savait que si j'envoie 100 $, ça va me coûter tant. Ça va me coûter tel montant. Quel que soit le montant que j'envoie, j'ai le montant exact. Donc, les choses sont très claires et c'est beaucoup plus facile. D'accord? Oui, si oui, allez-y, désolé, allez-y. Donc, si on clarifie, je dirais, la commission au niveau et la rétention au niveau des réseaux de distributeurs, ben, je pense que ça va déjà aller là. Et surtout, peut-être, et ça c'est le plus difficile pour les opérateurs de mobile ou bien des banques ou d'autres institutions, surtout se dire que peut-être la chose la plus importante, c'est le réseau de distribution. Si on ne leur rémunère pas, on n'a pas de réseau de distribution. Peut-être inverser les choses. Alors là, c'est un gros effort qu'il va falloir demander, c'est de dire, par exemple, sur 100%, bah peut-être se dire 60% on le donne au réseau. Pourquoi pas? Ça peut être un challenge, mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Ah ouais. Voilà. Autant de questions encore où les capacités ici. Rocky, vous permettez? Oui, allez-y. Alors, Rocky, moi, je voulais juste souligner un aspect des choses par rapport à la structure de commission. Il est généralement pensé du côté des agents que c'est les fournisseurs de services qui, en fait, doivent faire des efforts pour qu'ils arrivent à gagner suffisamment par rapport à l'activité d'agent bancaire ou d'agent. Mais parfois, les problèmes peuvent être vus de ce point de vue-là. Mais un autre aspect, c'est de dire qu'il faudrait arriver à bien former les agents de manière à les amener à comprendre, par exemple, qu'ils doivent s'investir dans l'activité d'agent pour pouvoir gagner quelque chose de significatif. Je reviens là présentement d'un coin Kabalo-Kongolo où nous avons lancé des agents bancaires qui sont principalement engagés dans l'activité de paye. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est au moment où on paye, sur l'intervalle de 2 semaines, qu'ils ont autant de transactions. Et après ces opérations de paye, les agents peuvent tourner les pouces. Alors, une chose qu'on a essayé de leur faire comprendre, c'est de dire, par rapport à notre proposition des valeurs, il est possible que vous-même, vous puissiez travailler de manière à vous générer un portefeuille de clients
qui derrière ferait en sorte qu'avec la même structure de commission qui est en place, vous puissiez gagner plus que ce que nous vous offrons aujourd'hui. Alors, en réalité, le problème n'est pas au niveau de comment est fixée la structure de commission en pourcentage, en montant fixe, mais le problème, c'est de faire comprendre que, en fait, le volume d'activité que vous générez peut vous aider, au-delà de la structure qui est fixée, à générer des commissions suffisantes. Donc, je pense aussi que c'est une manière, la manière avec laquelle, par exemple, la formation des agents est définie, la motivation et l'animation des agents est définie, qui peut faire en sorte que la proposition des valeurs soit rendue intéressante pour les agents. Donc, c'est un peu cet aspect que je voulais relever dans la chose. Pour compléter, Jean-Rocky, les agents doivent aujourd'hui comprendre, et c'est ce que nous menons comme bataille tous les jours, qu'ils sont en premier des businessmen. Ils doivent arriver à sortir de cette casquette d'agents passifs et passer à la casquette d'agents actifs. Ce que je comprends derrière, c'est l'agent doit arriver à créer sa base de clients. Les agents sont des références dans le quartier. C'est des personnes qui sont connues dans le quartier et qui doivent essayer de faire que tout ce qu'il y a autour d'eux soit en train de ramener un certain niveau de business. J'entends par là faire de l'acquisition. Aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateur Mobile Money, nous payons une commission pour de l'acquisition. Mais l'agent s'est fait payer doublement parce que quand il acquiert des clients, derrière cette acquisition, il y a un nombre de transactions qui suivraient après. Je connais des agents aujourd'hui qui s'achètent eux-mêmes de baffles et place de la musique ou place de la motivation sur le point de vente, question d'attirer des clients, en enregistrer davantage pour que la base des clients qui viennent transacter, pour lesquels ils ont un pourcentage bien défini, puisse être plus grande et les business puissent aller de l'avant. Donc, c'est un peu ce côté actif que nous réclamons auprès des agents, que nous essayons d'encadrer au jour le jour, question que les agents puissent développer le business autour d'eux et ça fait en même temps qu'ils seront les vrais acteurs de l'inclusion financière. Ok, merci beaucoup. Rebecca, est-ce que je suggérais peut-être qu'on puisse prendre la dernière question parce qu'on a dépassé des 10 minutes. Et... Rebecca, vous êtes là? Oui, je suis là, mais je vais, si tu m'autorises, je vais en prendre deux. Vu qu'on a récupéré Jean, merci d'être de retour parmi nous. J'ai une question pour vous. En 2019, les agents bancaires FINCA affluaient et la courbe était croissante. Aujourd'hui, plus d'une maison d'agents bancaires est fermée. Plus d'une maison d'agents bancaires est fermée. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème d'infrastructure et les raisons peuvent-elles être conjoncturelles? Pardon. Quelle est l'alternative pour rester dans l'idée d'inclusion financière? Je ne sais pas si Jean, vous êtes toujours avec nous. Mais si vous êtes là, c'est une petite question dédicacée pour FINCA. Oui, Monsieur Jean peut activer son micro. Non, on l'a perdu. Ah, ça y est, vous êtes là. Je suis là. Alors, merci pour la question. Disons 2012, 2011 ou 2019, je ne sais pas moi. Nous avions un certain nombre d'agents, mais ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est que en termes de croissance de notre réseau d'agents bancaires, on est resté sur une courbe croissante. Alors, il y a adéquation entre la proportion des valeurs et le maintien en activité des agents, en même temps l'accroissement en termes d'inclusion financière. Ce que je veux dire ici, c'est que avec une proportion des valeurs qui est limitée au cash-in, cash-out, il n'y a pas trop d'opportunités créées pour les agents et il n'y a pas aussi beaucoup trop, je dirais, d'attraction du côté des clients pour de plus en plus utiliser les réseaux d'agents bancaires. Alors, c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur l'amélioration de la proportion des valeurs pour les agents, mais également nous travaillons sur
l'amélioration de la proposition des valeurs pour les clients finaux. Je vais dire aujourd'hui, hier, un client qui a ouvert un compte avec Finca, en se présentant chez un agent, il ne pouvait que faire du cash-in, cash-out. Alors, depuis lors, Franck pourrait, je crois qu'il en a aussi parlé, depuis lors, nous avons développé la proposition des valeurs pour les clients de manière à leur permettre à ce que l'accès au compte ne soit pas seulement limité au réseau d'agents, mais qu'ils aient la possibilité au travers de leur téléphone, au travers de USSD ou bien d'une application mobile, aussi d'accéder à leur compte et de pouvoir effectuer un certain nombre de transactions financières selon leurs besoins. Par exemple, ils peuvent faire du bank to wallet, ils peuvent faire du wallet to bank. Au-delà de tout, ils peuvent faire, par exemple, les achats de crédit, ils peuvent recharger leur abonnement TV et autres transactions que nous leur proposons sur les téléphones mobiles. Et cela fait que ces clients soient toujours intéressés à utiliser nos services et ces clients peuvent se faire des ambassadeurs auprès des autres qui n'ont pas encore accès à ces services, de manière à accroître les taux de l'inclusion financière. Alors, ça veut dire tout simplement que du côté des agents aussi, tout ce que nous avons eu à faire leur a permis d'améliorer aussi les niveaux de leur commission. Et ceci leur est favorable, mais il faut quand même dire que tous les agents ne mettent pas le même effort dans le travail d'agent bancaire et c'est ce qui crée la différence derrière par rapport à ce qu'ils gagnent. Et voilà pourquoi le travail d'animation, qui est un travail continu, va être fait et continue à être fait de manière à ce que nous amenons nos agents à trouver gain de cause dans ce qu'ils font comme activité d'agent. D'accord. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Ouais, mais merci beaucoup, Rebecca. Je vous repasse la parole. Oui, je veux juste savoir si sur cette question, je ne sais pas si Jean-Georges ou Franck, vous avez un commentaire microscopique. Oui, parce rapidement, c'est-à-dire que ce que peut vivre, enfin, je comprends la question qui est une agence sur deux qui ferme, mais c'est ça effectivement la réalité aussi de l'économie. Ce que disait Jean tout à l'heure, ça dépend de deux choses. D'une réalité économique, si effectivement l'activité n'est pas soutenue, bah forcément, on ne peut pas, il faut qu'on soit rentable. La deuxième, c'est l'engagement des personnes qui animent tout ça. Donc, c'est les deux facteurs qui sont à l'origine de ça, parce que je suis persuadé que Finca aurait aimé garder ce réseau-là. Mais après, il y a une réalité économique et une réalité terrain qui fait que malgré les animations, malgré les accompagnements, parce que je suis persuadé qu'il y a la formation de ces agents, je suis persuadé qu'il y a de l'animation de ces agents. Après, il y a une réalité du terrain. Ce qui est important de savoir, c'est de savoir d'où part Finca et où elle se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 1000, tu as dit tout à l'heure, plus de 1200 points de vente. C'est ce qu'il faut retenir à la fin. D'accord. Merci allez, beaucoup. Ok, la dernière question, alors je reprends mon rôle de maître du temps parce que vous allez vraiment avoir très peu je vais vous demander de répondre de manière assez concise, mais peut-être qu'on peut faire un petit tour de table là pour la question suivante, qui sera ma dernière question. Je répète que toutes les autres questions, parce qu'il y a des questions qui continuent à arriver là, on répondra par mail à l'ensemble des questions. Mais ma dernière question s'adresse à chacun d'entre vous. Quel regard portez-vous sur l'évolution de cette activité de réseau d'agents et comment est-ce que vous la voyez dans 5 ou 10 ans en RDC? I had a dream. Jean-Georges, vous ouvrez le bal? I had a dream. J'ai eu un rêve. I had a dream. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement un chamboulement. Enfin, moi, tel que je le vois, il y aura un chamboulement qui commence déjà à se voir un peu partout, mais comme disait l'autre, chacun reste un peu dans sa spécialité, chacun reste un peu dans son couloir. Et il y a des nouveaux métiers qui vont naître. La banque va rester dans la banque. Et tout à l'heure, Jean disait qu'il y a 10 ans, quand on voulait, je me souviens, quand on voulait
à l'époque où j'étais le patron de Western Union, quand on voulait ouvrir une agence Western Union, c'était minimum 100 000 $. Donc, c'était vraiment important. Donc, c'était des montants colossaux donc, qui ne permettaient pas de développer un réseau. Aujourd'hui, être un agent de distribution pour les services financiers, c'est devenu un métier. Et ce que moi je vois en termes d'évolution, c'est qu'il y a des gens qui vont se spécialiser dans ce métier. Et vous aurez des personnes qui seraient des spécialistes de la distribution, du airtime, des services financiers, de l'épargne, du transfert d'argent. Et ça va devenir un pôle financier qui va être géré par un agent qui va avoir un distributeur automatique, et là, il va moderniser, un distributeur automatique des billets, qui va avoir, je dirais, son propre marketing à lui. Et tout ce qu'il va faire, c'est simplement se connecter à telle banque. Il peut avoir, par exemple, vous aurez peut-être un agent qui aura 3 banques. Il sera représentant de 3 ou 4 banques, d'accord? Il aura 3 ou 4 sociétés de transfert d'argent. Il aura 2 ou 3 sociétés de téléphonie mobile. Et lui, c'est lui qui va supporter les frais de distribution. Et du coup, les banques vont se focaliser dans leur métier de banque et vont apporter, je dirais, la valeur ajoutée. Ils vont apporter des produits et ça sera vraiment du marketing. Ils vont se focaliser sur le marketing. Sociétés de mobile vont faire la même chose. Et derrière, et vous aurez donc ce troisième acteur qui seront les acteurs de réseau de distribution. À mon avis, si ça va comme je le pense, on aura 2 ou 3 gros acteurs qui vont se faire concurrence et des petits challengers qui vont venir derrière. Mais on finira comme un peu à une époque, vous aviez Mr Cash et puis vous avez Sophicom qui vont devenir des spécialistes un peu de la distribution. Et puis voilà. Et donc, on aura un nouveau métier et qui va permettre justement, par exemple, à chacun de se spécialiser et de se focaliser sur les valeurs ajoutées, sur le développement de produits et sur le marketing. On aurait dû faire une session de 3 heures, Jean-Georges. Il y a trop de choses à dire. Ah bah oui. Alors, Rebecca, si vous le permettez. Comment? Je ne peux pas commencer plus, sinon je ne m'arrête plus. Alors. Rebecca, alors, si vous le permettez, pour parachever sur ce que Jean-Georges disait tout à l'heure, oui, Jean. ce que dans les 10 ans, les agents bancaires deviendront ce que moi je peux appeler one stop shop. Ouais. One stop shop. Ça veut dire, de plus en plus, il y aura des agents qui vont comprendre le métier et qui vont s'engager davantage dans ces métiers et qui vont y mettre de tous leurs moyens et qui feront en sorte que, ayant 2, 3, 4, 5 partenaires qui ont une proposition des valeurs et qui vont être offerts dans leur shop, ils vont attirer un peu plus de monde et ils se feront beaucoup les noms sur le marché. Et à telle enseigne que quand quelqu'un a besoin de faire du Western Union, en même temps, il a besoin d'acheter du crédit, envoyer de l'argent sur un service de transfert national, il a en même temps besoin d'acheter avec sa carte, je ne sais pas moi, prépayée d'une des banques, il sait que je dois aller à quel endroit. Donc, c'est de dire en bref que c'est un métier qui est appelé à évoluer, à se développer. Et moi, dans les 10 ans, ce que je vois, c'est que les meilleurs agents qui auront compris le métier, qui auront compris la chose, vont se transformer, vont attirer davantage le monde et deviendront, comme je l'ai dit, de one-stop shop. Voilà. Merci, Jean. Alors, quant à moi, j'ai réfléchi un peu ça. Je crois que, vu de ma fenêtre, c'est clair que dans les 10 ans, les banques seront, à mon avis, totalement digitalisées. Il n'y aura pas des files d'attente comme on en voit aujourd'hui. Et toutes ces personnes qui auront besoin de toutes ces transactions financières vont forcément avoir besoin de faire de dépôts et quelquefois de retrait. Et comme tout part par le dépôt, ils vont devoir utiliser le réseau mobile money pour arriver à faire leurs transactions. Nous sommes même déjà en train de lancer l'application M-Pesa qui facilite tout cela. Ça veut dire que quelqu'un avec son téléphone pourra tout faire de là où il est. Donc l'agent sera tellement indispensable pour l'activité et ce sera fait au coin de chez soi. Et je crois que c'est maintenant, et je crois que c'est là déjà commencé, le grand pas est déjà fait. Demain, c'est juste pour atterrir. Voilà un tout petit peu.
Appelle-moi Franck pour les applications, je pourrais te les développer, il n'y a pas de souci. Ah bah, c'est parfait. J'en tiendrai compte. Pour le prochain webinaire, les actions sont en cours. Rocky, je te repasse le flambeau. Merci encore infiniment à tous pour la qualité de vos interventions et vous pourrez tous retrouver l'enregistrement soit dans vos boîtes mail, soit sur nos sites internet. Rocky, je te laisse conclure cette belle session. Alors, merci Rebecca, merci beaucoup à tous nos panélistes et tous les participants. Franchement, ça montre l'intérêt que ces sujets continuent à apporter et qu'il y a encore des matières à discussion sur ce sujet, surtout le rôle de réseau d'agents en RDC et sa contribution aussi sur les taux d'inclusion financière. Voilà, nous avons eu beaucoup de questions. Nous avons essayé de prendre certaines et d'autres sont restées. Mais dans moins de 48 heures, on va pouvoir vous envoyer via mail les différentes réponses à ces questions. Merci, Monsieur Jean Kabongo. Merci, Jean-Georges. Merci, Monsieur Franck. Et on garde toujours contact et à tous nos participants. Continuons la discussion sur LinkedIn, sur Twitter et n'hésitez pas de nous écrire même un mail pour en savoir plus sur nos activités. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. 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 Et merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rebecca. Au revoir à tous.